Bonjour et tout d'abord merci aux organisateurs du séminaire de me donner l'occasion de communiquer sur un thème de recherche qui m'est particulièrement cher et que je travaille depuis quelque temps maintenant. Le problème que je soumets au débat aujourd'hui prend source quelques décennies en arrière lorsque principalement des économistes et des politistes libéraux se sont lancés dans la reconquête des esprits pour imposer la raison libérale contre les perspectives socialistes qui dominaient alors l'ère du temps, jusque dans les années 1970. Cette ère du temps que le réalisateur Chris Marker a immortalisé dans un documentaire d'une grande valeur historique et artistique intitulé Le fond de l'air est rouge. Le tournant libéral semble dater des années 1970. La reconquête idéologique menée par le capitalisme contemporain, que d'aucuns appellent également néolibéralisme, a d'abord porté sur le sens des mots. Avant de pouvoir transformer nos conditions matérielles de vie, et pour que ces changements soient perçus comme possibles et qu'ils soient in fine acceptés, il a fallu travailler sur l'univers de sens dans lequel et par lequel nous réfléchissons et nous comprenons le monde dans lequel nous vivons. Nous allons ici nous intéresser tout particulièrement au mot-concept liberté et à son évolution sémantique. Je propose d'examiner le glissement de sens dont il a été l'objet et de dévoiler ainsi quelques conséquences directes de ces modifications. Je m'attarderai exclusivement sur les effets négatifs, car d'une part elles me semblent beaucoup plus importantes, et d'autre part elles ne se laissent pas spontanément dévoiler sans un investissement analytique conséquent. Ce qui ne signifie pas, évidemment, qu'il n'existe pas d'effet positif à l'évolution du terme liberté, mais ce n'est pas l'objet de ma communication aujourd'hui. La première fois que j'ai rencontré une telle modification de sens, cela a porté sur l'école privée en France. Au début des années 1980, a été constitué un mouvement de défense de l'école privée qui a pris le nom de mouvement de l'école libre. Ce mouvement a eu un succès considérable puisque leur manifestation du 24 juin 1984 a rassemblé plus d'1 million de personnes. C'était la première fois que je voyais le mot liberté se substituer à celui de privé, dans le sens d'une entreprise privée. L'association des mots liberté et privé venait revaloriser le domaine de l'entreprise et de l'économie privée. À la même époque, un chanteur et acteur français, mondialement connu et récemment repenti du communisme à ce moment-là, du nom de Yves Montand, a animé une émission télévisée intitulée « Vive la crise », émission qui avait pour objectif d'expliquer que la crise économique était une opportunité pour la France et que les mesures de rigueur économique que le gouvernement socialiste venait d'adopter constituaient en réalité une aubaine pour les Français. Diffusée le 22 février 1984, l'émission était construite en partie autour des conseils dispensés afin que les gens vivent le moins mal possible avec moins d'argent, et en partie autour des perspectives qui étaient brossées pour convaincre les citoyens qu'avec quelques efforts, tout le monde pouvait sortir gagnant de la crise. Et à cet égard, le message était clair. Ceux qui viendraient à échouer dans ce nouveau contexte marqué par plus de liberté ne pourraient s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est ainsi que les difficultés sociales et économiques des individus furent individualisées et psychologisées. Il n'est donc pas étonnant que la psychologie soit la discipline des sciences humaines et sociales qui a le plus progressé dans le monde économique et dans la sphère académique avec le triomphe du néolibéralisme. Le message très libéral en matière économique
était accompagnée de gages antiracistes. La dimension antiraciste était exprimée en termes de liberté de circulation, par exemple, et l'immigration était présentée comme indispensable. Il était par exemple dit qu'en cas de renvoi des immigrés, Paris serait submergé sous les déchets. Et si la France fermait ses frontières, elle ne manquerait pas de rejoindre le niveau économique de l'Albanie, qui était le pays le plus pauvre d'Europe et qui le demeure. La richesse de la France dépend donc de la main-d'œuvre immigrée. Après avoir mis en avant la liberté de créer des entreprises et la nécessaire liberté de circulation pour les migrations économiques, l'émission se termine par l'hypothèse que la sortie de crise définitive se ferait grâce à la création des États-Unis d'Europe, dirigés par Margaret Thatcher, alors Premier ministre de la Grande-Bretagne et co-leader de la révolution libérale de l'époque avec Ronald Reagan. Cette émission a été regardée à l'époque par 20 millions, ce soir-là, par 20 millions de téléspectateurs sur les 56 millions d'habitants que comptait alors la France. Dès le lendemain, un cahier spécial a été publié avec la transcription de l'émission par le journal Libération, situé pourtant à gauche, mais qui faisait l'éloge de l'austérité et du libéralisme. L'émission Vive la crise peut aujourd'hui être visionnée sur YouTube, c'est un document historique de première importance. Je passe sur la liberté d'entreprendre et sur les déceptions que cela a générées dans les années qui ont suivi. Mais je me concentrerai aujourd'hui sur la liberté de circulation. Je propose d'examiner rapidement la mise en place d'un dispositif subtil et ambigu, fait de création de conditions propices au départ des gens qui deviennent des migrants, de diverses incitations à la mise sur la route et d'un cadre législatif évolutif qui combine avec beaucoup de perversion, permissivité et interdiction. Je propose donc de voir comment l'idéologie de la liberté de circulation a également permis de donner vie à ce qui s'apparente aujourd'hui à un déplacement de population qui permet, entre autres, aux États occidentaux de relocaliser, de rapatrier leur production économique et industrielle en important une main-d'œuvre à très faible coût. Car il ne faut pas croire que les migrations ne sont que le résultat de la paupérisation de leur pays, des pays concernés, ou la conséquence de je ne sais quel conflit imprévisible. Il est maintenant avéré que les migrations font partie d'un projet politique et économique afin de régénérer la puissance des États occidentaux en déclin face à la poussée asiatique. Pour illustrer cela, je propose de partir d'un cas concret, celui du Kosovo, avant de monter en généralité. Le 24 mars 1999, l'Alliance militaire de l'Atlantique Nord, l'OTAN, commence à bombarder la Yougoslavie, qui était alors réduite à la Serbie et au Monténégro, afin de libérer les Albanais du Kosovo d'un hypothétique massacre massif prétendument possible. Un accord de cessez-le-feu est signé le 10 juin. L'armée serbe yougoslave quitte la province du Kosovo, qui dès ce moment-là est administrée par la communauté internationale, autrement dit, par les représentants des pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Dès ce moment-là, l'appareil productif a été détruit au profit d'un autre modèle économique, c'est ce fameux processus de transition
que nous avons connu dans beaucoup de pays anciennement socialistes, processus de transition de l'économie dirigée ou socialiste vers une logique économique capitaliste et libérale. La province devient alors sous perfusion financière occidentale et se transforme en supermarché improductif avec pour monnaie l'euro qui empêche toute protection de ses produits contre les importations occidentales achetées par les usagers des institutions internationales aux salaires mirabolants. Quelques 1000 hectares de terres arables sont supprimés chaque année pour construire ces grandes surfaces commerciales qui, avec les kiosques, boutiques et salaires internationaux, alimentent la soi-disant croissance. Le Kosovo importe tout ce qu'il mange. Les pressions du Fonds monétaire international pour une politique d'austérité budgétaire, l'absence d'état social et de crédit public, l'incertitude sur le statut et la propriété entraînent une chute des capacités productives agricoles et une désindustrialisation absolue. 90% des quelques 500 entreprises publiques ne fonctionnent plus. Ce constat date de 2007 et il est l'œuvre de l'économiste française Catherine Samary. Le bilan est bien pire aujourd'hui. En 2005 déjà, une enquête sur la population active a montré un taux d'emploi de seulement 29% chez les 15 à 64 ans et seulement 12% chez les femmes. L'enquête sur la population active de 2013 n'a pas été moins spectaculaire, avec un taux d'emploi de 28,4% et 12,9% chez les femmes. Près de 80% des femmes adultes ne travaillent pas et n'ont aucune chance de trouver un emploi. D'où une émigration très importante depuis l'arrivée de l'administration occidentale et une émigration qui est devenue spectaculaire dans la décennie écoulée, savoir celle des années 2010. Les Albanais qui quittent le Kosovo sont estimés à plusieurs dizaines de milliers par an, avec un pic en 2014-2015, où on a vu pour les seuls mois de janvier et février 2015 plus de 50 000 Albanais qui ont quitté le Kosovo. Il faut savoir que nous parlons ici d'une population d'1 million à 1,5 million de personnes pour une estimation haute, et même si les autorités albanaises donnent parfois des chiffres plus importants, ces chiffres ne peuvent pas être convaincants au regard des autres facteurs qui doivent être pris en compte. Mais cette émigration, aussi importante soit-elle, n'est pas suffisante aux yeux des experts libéraux. Ainsi, les économistes de la think tank ESI, European Stability Initiative, financée par la fondation de George Soros, estiment que les investissements occidentaux au Kosovo sont incohérents et dans son rapport pour l'année 2015, donc l'année de la plus forte émigration albanaise, cette think tank écrit: il y a beaucoup de rhétorique vague sur l'européanisation du Kosovo comme voie à suivre, mais à moins que l'européanisation ne comprenne au moins une certaine focalisation sur la migration et sur l'accès au marché du travail européen, elle ne restera qu'un slogan. La politique actuelle de l'Union européenne est incohérente si elle continue à investir des dizaines de millions d'euros pour stabiliser le Kosovo et l'Europe du Sud-Est sans une politique de développement d'une migration crédible.
Cela revient à dire que le développement de l'économie du Kosovo est décrété impossible et que ces experts préconisent de mettre à profit le mouvement migratoire et de l'amplifier. Cela est très explicitement décrit dans un autre document intitulé Why Kosovo Needs Migration, From Research to Policy, Make it in Germany, où il est dit: le Kosovo devrait créer une institution nationale pour gérer les implications économiques, sociales et juridiques de la migration. Une telle institution devrait se concentrer non seulement sur l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, qui sont les destinations classiques des Kosovars, mais s'intéresser à l'ensemble du marché du travail européen. Il devrait étudier les expériences de migration, de travail dans le monde entier et faire pression pour l'accès des Kosovars à ces marchés du travail. Il devrait fournir un retour d'informations aux établissements d'enseignement scolaire et aux décideurs politiques du Kosovo sur les besoins du marché du travail européen et leurs implications pour l'éducation et la formation. Les citoyens des zones rurales du Kosovo ainsi que les contribuables européens, dit ce document, méritent mieux qu'un ensemble de politiques qui échouent et qui sont vouées à l'échec à l'avenir. Ce n'est qu'en reconsidérant les politiques actuelles qu'un objectif louable sera atteint, celui de stabiliser une fois pour toutes les Balkans du Sud après une décennie de guerre. Fin de citation. En fait, il s'agit d'officialiser par des conventions un transfert de population systématique. Les pays balkaniques se vident déjà de leur population, mais l'objectif final semble être de sceller le destin de ces pays balkaniques en les transformant structurellement en réservoirs de main-d'œuvre et en stock démographique disponible au profit des pays riches d'Europe centrale. Ce modèle de développement que propose pour le Kosovo ce think tank, en accord ici avec le gouvernement allemand, est de former aux besoins de l'économie ici allemande la jeune population destinée à migrer. Ce modèle semble être généralisé à l'ensemble des pays balkaniques et en accord avec d'autres pays occidentaux. Comme nous le verrons maintenant, ce modèle semble avoir été adopté par les élites libérales et ce qui se passe dans les Balkans n'est pas exceptionnel par rapport à la logique libérale globale de la politique de migration. L'ouvrage de l'économiste britannique David Goodhart, intitulé Les deux camps, l'illustre de plusieurs manières. Il montre en premier lieu que l'émigration à grande échelle vers les pays riches n'est pas une loi naturelle, mais qu'elle est le résultat de choix politiques. Et dans son ouvrage, il donne des exemples très concrets. Ainsi, écrit-il, je cite, « Lors d'un dîner à l'université d'Oxford au printemps 2011, lorsque j'appris à mon voisin Gus O'Donnell, alors secrétaire du cabinet, le poste le plus élevé pour un fonctionnaire britannique, que j'écrivais un livre sur l'immigration, il me répondit « Quand j'étais au Trésor, j'ai poussé pour ouvrir le plus grand possible la porte de l'immigration. » Et David Goodhart précise que ce sont des vues tout à fait normales dans certains cercles, mais partagées au maximum par 10% de l'opinion publique. O'Donnell, poursuit David Goodhart, quand je l'ai revu quelques mois plus tard, m'a confirmé que mon souvenir de cette conversation était juste et qu'en outre, il pensait que ses idées sur l'immigration étaient, nonobstant quelques perdants à court terme, dans l'intérêt du Britannique moyen.
Et David Goodhart pose cette question de bon sens. Est-il sain pour la démocratie que les dépositaires d'un si grand pouvoir aient des vues si manifestement décalées par rapport à la très grande majorité du public? Et Goodhart donne un autre témoignage qui montre comment se construit la politique migratoire européenne. Fin 2015, je me trouvais à une conférence sur la crise des réfugiés, un grand tralala qui se tenait dans une demeure de campagne cossue. De nombreux experts y donnaient des nouvelles alarmantes des frontières méridionales et orientales de l'Europe, qui ressemblaient de plus en plus à la frontière sud des États-Unis. Les universitaires, les représentants d'ONG et les officiels du gouvernement discutèrent des flux de migration, tels des généraux déplaçant des troupes sur un champ de bataille. Il y avait par exemple de grosses postes de jeunesse dans l'ouest des Balkans et dans la plupart des 40 villes africaines de plus d'1 million d'habitants. À l'inverse, plusieurs pays d'Europe de l'Ouest voyaient leur population vieillir rapidement. Qu'à cela ne tienne, avancèrent plusieurs délégués, facilitons l'accès de la première aux secondes, autrement dit, facilitons l'accès de la jeunesse des pays pauvres aux sociétés vieillissantes des sociétés riches. Et hop, ce serait gagnant-gagnant, à condition que les élus européens montrent un peu de volonté politique. Autrement dit, qu'ils se passent de l'opinion publique de leur pays. Cette idée, relate Goodhart, plaisait beaucoup. Et pourtant, cette idée ignore allègrement le sens du mot société. Et pour cause, l'idéologie dominante de nos décideurs politiques et économiques considère que nous sommes tous de simples individus. Selon David Goodhart, cela serait le résultat d'une fusion de l'universalisme de la gauche, fondé sur son engagement historique en faveur de l'égalité raciale, et de l'individualisme de la droite libérale, qui prétend que la société n'existe pas, mais que seuls existent les individus économiquement rationnels. Pourtant, non seulement nous savons que la société existe, mais nous savons aussi que les sociétés en bonne santé se caractérisent par de hauts niveaux de confiance et de ce que les experts en sciences sociales appellent le capital social. Autrement dit, l'existence de réseaux et d'institutions qui facilitent la coopération dans l'intérêt de tous. Et David Goodhart, à cet égard, cite le politologue américain Robert Putnam, qui concède du bout de lèvres qu'un fort taux d'immigration et de diversité ethnique a pour effet de réduire la confiance et la compréhension mutuelle, au moins à court terme, surtout lorsque les immigrés viennent d'endroits culturellement lointains. Pour la société anglaise, dit David Goodhart, absorber 100 000 Australiens n'est pas la même chose qu'absorber 100 000 Afghans. Alors, les différences culturelles et les différences ethniques peuvent évidemment être absorbées. Elles peuvent être assimilées, elles peuvent être intégrées à un nous national, à une communauté d'accueil plus large. Et ces différences culturelles et ces différences ethniques le sont le plus souvent, mais ce n'est jamais un processus ni rapide ni aisé, parce qu'une société n'est pas un simple agrégat d'individus qui vivent à proximité les uns des autres et dans lequel on peut facilement transplanter des millions de personnes venues d'ailleurs. Cette dimension de l'évolution du capitalisme occidental contemporain, qui espère
régénérer sa puissance par l'importation de populations nécessaires à son dynamisme, constitue potentiellement un véritable nœud gordien pour les sociétés occidentales de l'Union européenne et des États-Unis réunis. Un nœud gordien dans le sens où les problèmes sociaux qui sont ainsi générés peuvent déboucher sur des actions radicales et violentes et voire tragiquement s'opposer des victimes d'ici, à savoir les populations qui se sentent culturellement et économiquement agressées par un flux de migrants trop important, aux victimes d'ailleurs, ces migrants qui sont les premières victimes de l'évolution du capitalisme contemporain. J'espère avoir réussi à montrer une des faces cachées de la notion de liberté qui est érigée par le marketing et la publicité en emblème de notre époque, mais qui se construit sur des rapports de force impitoyables, aussi bien à l'intérieur des frontières nationales qu'à l'échelle des relations internationales. Et il me semble essentiel dans ce contexte de remettre sur le métier la question fondamentale de la société, de ce qui fait société et, in fine, de défendre la société. Merci de votre attention et au plaisir de pouvoir échanger directement avec vous. Au revoir. The streets of Niterói are baking, feel like my whole body's aching. Don't know how much more I have to give.